Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et comme le dit la légende, chaque fois que vous êtes assailli par de mauvais comics, un étrange volatile venu du froid apparaîtra pour m'accompagner dans ma tâche pour vous en présenter des bons. Et son nom est Greg Pigeon. Salut Spades et bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'est réunis pour parler d'un comics très culte et assez ancien. Ouais, on va parler d'un comics aussi très indépendant, donc écrit et dessiné par James O'Barr. On a oublié de le citer, on va le citer quand même, c'est The Crow, Bah oui. qui a été publié par Caliber Comics en 1989. Alors, on parle beaucoup de Caliber Comics dans ce podcast, ça fait quand même déjà 3 numéros, on parle d'eux, quoi. C'est ça. Bon alors The Crow, ça parle de quoi? Ça parle d'Eric, qui est un jeune homme qui est assassiné avec sa petite amie sur une petite route de campagne par un gang de nihilistes sans foi ni loi. Alors, grâce à un corbeau qui va servir de lien entre le monde vivant et celui des morts, il va revenir du monde des morts, exactement 1 an après le drame, afin d'assouvir sa soif de vengeance et de faire payer à ses assassins ce qui pouvait lui arriver de pire, non pas de mourir, mais d'être séparé de sa raison d'être, l'amour de sa vie, Shelly. Tout à fait, The Crow, c'est une véritable histoire d'amour, en plus d'une histoire de vengeance, et c'est aussi un comics où transpire vraiment la colère et la rage à chaque page. Mais tout ça, ça vient vraiment du vécu de James O'Barr, dont tu vas nous parler un peu plus. Ouais, James O'Barr, c'est un artiste qu'on pourrait qualifier de torturé avec une vie un petit peu difficile. Ah oui, c'est vraiment la définition de l'artiste torturé à 100% même. Alors ça commence dès son enfance. Déjà, il a jamais connu son père, et sa mère, qui a fait de nombreux séjours en prison et un hôpital psychiatrique, est incapable de dire quand est-ce qu'il est né. La seule chose dont elle se souvient, c'est qu'il est né entre le jour de Noël et le jour de l'an. Oui, et c'est donc les services sociaux américains qui vont décider de la date de naissance de James O'Barr en décidant qu'il sera né donc un 1er janvier 1960 officiellement. Donc très vite, il est séparé de sa mère et il grandit dans un orphelinat avant d'être adopté à l'âge de 7 ans par une famille de blue collars, comme il est défini lui-même, c'est-à-dire des travailleurs relativement pauvres, modestes en tout cas. Et il va avoir une vie un petit peu difficile au sein de cette famille-là. Il manquera pas d'amour ou de quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui a eu une adolescence un petit peu difficile et torturée. Et du coup, il va s'émanciper à l'âge de 17 ans. Oui. Et pour s'installer avec sa petite amie de l'époque, Bethany. Pour revenir un petit peu sur son adolescence, la seule chose qu'il aimait faire, c'était dessiner. Et son beau-père, son père adoptif avait du mal à comprendre cette passion pour le dessin, qui voyait ça comme un hobby sans futur. Ben, c'est pas un vrai métier. Exactement. Voilà. Et donc, il voulait qu'il se focalise soit sur l'apprentissage d'un métier, soit sur ses études, mais surtout pas à perdre son temps avec ses gamineries, qu'est le dessin. Et lui, il ne vivait que pour le dessin. Pour l'anecdote, en fait, son premier matériel à dessin, il se l'est payé en faisant les petites tâches, genre tondre le gazon chez les voisins et compagnie, quoi. Comme je le disais, il s'est installé avec sa petite amie Bethany à l'âge de 17 ans, mais celle-ci, malheureusement, va très rapidement décéder. On reviendra sur les circonstances de son décès. Et bouleversé, il va s'engager dans l'armée. Et vu qu'il était complètement déprimé, il a décidé d'aller là où c'est le pire, donc chez les Marines, et parce qu'il voulait souffrir. Il va, de son propre aveu, connaître 3 années extrêmement difficiles où il va faire tout ce qu'il peut pour souffrir le plus possible. Donc il va notamment tomber dans la drogue, mais pas seulement. Il le disait lui-même, en fait, il a tout essayé. Il a les nuits folles avec les amis pour essayer de se retourner la tête à coups d'alcool et de drogue. L'armée où il a souffert de l'entraînement très dur. Et il a vraiment tout essayé sans vraiment y arriver, quoi. Donc il a passé 2 ans dans l'armée, et à son retour, il a qu'une envie en tête, c'est de se venger de la personne qui a tué Bethany. Mais malheureusement ou heureusement, en tout cas, je ne sais pas, cette personne-là était déjà décédée, et du coup, il a dû déverser sa rage autrement, et il a trouvé une solution, c'est d'écrire The Crow, donc la bande dessinée The Crow, dans laquelle toute sa douleur va passer page après page. Et au départ, il n'avait pas du tout dans l'idée d'en faire un objet commercial, il voulait pas le vendre, c'était vraiment, ça lui servait de catharsis. Enfin, c'est du moins, c'est ce qu'il aurait aimé, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Et il le dit lui-même. Écrire The Crow n'a aidé en rien, je pensais que ça aurait un effet cathartique, mais lorsque j'ai dessiné chaque page, ça rendait encore plus autodestructeur si c'était possible. Il y a une véritable rage sur chaque page de petits meurtres. Ça m'a vraiment foutu en l'air d'écrire ce bouquin. Comme quoi, contrairement à ce qu'on pense. Ouais, et en tout, il va mettre presque 8 ans à l'écrire The Crow, Oui. Page après page, soir après le boulot. Il avait un petit boulot de mécanicien, et il rentrait fatigué, il avait qu'une envie, c'était de se jeter sur ses pages. Et en fait, il a commencé en 80 à écrire des courtes histoires mettant en scène le personnage de Eric Draven, donc le personnage phare de l'histoire. En fait, il a commencé à étoffer ça auprès de Caliber en sortant un peu plus d'histoires au fur et à mesure, et il a vraiment décidé de créer ce qu'on considère aujourd'hui comme le graphic novel The Crow. D'ailleurs, la version qu'on a lue tous les deux est la version augmentée.
Qui n'a rien à voir avec la version qui est sortie en 1989, parce que donc Caliber, qui était un tout jeune éditeur à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, et donc quand ils imprimaient leurs comics, il fallait qu'il y ait un nombre de pages extrêmement précis. Oui, ça en fait, ils utilisaient une presse offset qui était donc dans l'arrière-boutique d'un comic shop, et la presse offset ne pouvait faire qu'un nombre pair de cahiers à imprimer. Et en fait, James O'Barr, ne sachant pas ça, lui, il écrivait des nombres totalement aléatoires de pages pour chaque épisode de The Crow, ce qui faisait qu'il était obligé de réduire pour que ça tienne, quoi. Ouais, donc il y a des pages qui ont disparu à l'époque, qui ont été rajoutées dans la version qu'on trouve maintenant. Et certaines redessinées, ce qui fait qu'on a en fait à la fois le style de James O'Barr à l'époque et qu'on voit la différence avec son style de maintenant, quoi. Ouais, et puis en plus, son style s'est amélioré, Ah ouais. sa technique, elle est beaucoup plus sûre. Il avait des idées à l'époque qu'il n'arrivait pas à mettre en scène, et qu'il a réussi à refaire plus tard. Donc il a ajouté ces nouvelles scènes qu'il pouvait pas faire à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces plus belles pages avec son nouveau style sont toutes les scènes vraiment romantiques du comics. Ouais. Où Eric se souvient des moments passés avec Shelly, parce que voilà, ça parle vraiment de vengeance, il y a énormément de morts, mais il y a aussi tous les bons souvenirs, les bons moments passés avec Shelly, donc la copine d'Eric. Mais c'est surtout aussi dans les années 80, ces pages-là, il ne pouvait pas les dessiner émotionnellement. Ouais, non, parce que c'était trop douloureux pour lui. Oui, tout à fait. Justement, tu vois, beaucoup disent que The Crow, c'est une œuvre gothique, et je suis d'accord d'une certaine manière, parce que The Crow, ça fait directement référence à la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau, donc qui parle elle aussi d'un amour perdu, qui parle à son ancien amant, par l'intermédiaire d'un corbeau qui dit tout le temps le même mot, Nevermore. Mm-hmm. Et aussi à cause de l'iconographie, c'est clair que le long manteau, le maquillage, c'est typiquement ce qu'on pense être le néo-gothique rock, on pense à Alice Cooper notamment. Et puis le film a vraiment renforcé le côté gothique avec toutes les gargouilles, le vitrail dans l'appartement de Eric. Mais The Crow, pour moi, c'est une véritable œuvre romantique. Mais pas le romantisme chocolat, rose, cheval blanc, comme on pense habituellement, mais vraiment le romantisme littéraire pur. En cela que l'œuvre, elle se défait des approches classiques du comics pour s'orienter vers une exploration des sentiments face à la raison. Déjà narrativement, c'est une rupture complète avec les méthodes habituelles du média. Ah oui, alors ça c'est pas on n'a pas une œuvre qui avance linéairement. Voilà, c'est une structure qui est totalement éclatée, le fil narratif est vraiment peu développé, c'est juste Eric qui va tuer les responsables de la mort de Shelly. Avec des retours en flashback, Voilà. Parce qu'il retourne sur les lieux dans lesquels il a vécu avec Shelly, et il se remémore les très bons moments qu'il a vécu avec elle. Et au final, les seuls personnages réellement développés, c'est Eric et Shelly. Psychologiquement, les antagonistes n'existent pas. C'est pour ça que je les ai définis plutôt comme nihilistes, parce que ils n'ont aucune raison de faire ce qu'ils font. Voilà, structurellement parlant, le titre va surprendre. Le lecteur classique, il va avoir du mal avec. Il faut vraiment sortir du schéma d'un lecteur de comics classique pour vraiment s'orienter sur vraiment une littérature romantique. De plus, le fait que ces antagonistes soient inexistants psychologiquement, ça prouve le désintérêt total qu'a James O'Barr pour ces personnages-là. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est ce que vit Eric. C'est pas la vengeance, c'est pas la fureur. D'une certaine manière, c'est beaucoup plus proche du comics underground que du comics indépendant. Tout dans le comics est ici voué à parler des états d'âme du personnage principal, et le reste est limite superflu. Tu as lu Moss de Spiegelman, je pense. Oui, bien sûr. Mais c'est pas étonnant que ce comic soit comme ça, parce que on va y revenir, mais c'est très profondément autobiographique. Oui. Et donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est sa douleur à lui, c'est ce qu'il vit lui. À la limite, les personnes qui sont la raison de sa douleur, il s'en moque. Tout à fait. Il les met de côté. Et dans The Crow, on a aussi un côté extrêmement morbide. Ça parle de mort, ça parle de viol, ça parle de violence. C'est plus qu'une application du néo-gothique. C'est vraiment pour moi une étude du deuil et de la culpabilité du survivant. Ouais. Comme tu le dis, James O'Barr a vraiment mal vécu ce qui lui arrivait, c'est ce dont il parle là. Mais le truc, c'est que vraiment, il s'en sert pour cracher son venin sur les pages. Et ça, cette démarche, c'est pas une démarche gothique, en fait, c'est une démarche romantique, et plus spécifiquement du romantisme anglais de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelait les graveyard poets. Donc les poètes de cimetière en français, qui étudiaient vraiment le deuil, la mort, la putréfaction. On peut notamment citer Blair et son élégie d'un cimetière de campagne. Et c'est d'ailleurs dans ce mouvement que l'auteur Horace Walpole écrivit Le Château d'Ortante, qui est une des pierres fondatrices du roman gothique. Comme quoi on retombe sur nos pattes quand même, quoi. Ouais. Justement, cette dichotomie entre l'appréciation gothique et le côté romantique, on a eu le dialogue entre nous par rapport à l'appréciation qu'on a entre l'œuvre originale et le film. Ou moi, quand je t'ai parlé de The Crow, je t'en ai parlé comme une œuvre romantique, et pour toi, tu voyais plus ça comme un film de vengeance. Le film The Crow est un film de vengeance, parce que le côté romantique est présent, mais il est accessoire par rapport à la vengeance, qui est beaucoup plus cinématographique pour le coup, les meurtres, alors que c'est pas du tout ce qui intéressait James O'Barr à la base.
Oui, tout à fait. Mais on n'arrête pas de dire que cette histoire est autobiographique. Il faut peut-être expliquer pourquoi, d'où vient cette histoire pour lui. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'écrire The Crow? Donc oui, effectivement, il y a vraiment une réalité derrière The Crow. Il faut savoir que pendant très longtemps, il a eu du mal lui-même à raconter ce qui s'est passé. Il répondait aux fans qui lui demandaient où il avait trouvé l'idée de The Crow dans un fait divers qu'il avait lu dans un journal obscur, où un couple avait été assassiné pour une simple bague de fiançailles à $30. C'est une scène qu'on retrouve dans le comics et dans le film, d'ailleurs. Partout dans le film, hein, c'est très marqué dans le film. Ah oui, tout à fait. Mais donc, comme tu l'as dit, tu as beaucoup parlé de ses problèmes de jeunesse, de son émancipation, de la mort de Bethany, qui en plus, Bethany, c'était vraiment la lumière de sa vie. Elle était, il l'a décrit comme ça en tout cas, comme c'était quelqu'un qui apportait le sourire à tout le monde tellement elle était heureuse de vivre, et c'était exactement son antithèse, parce que lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il se définit maintenant. Il disait qu'à l'époque, il était quelqu'un de très renfermé, taciturne. Le fait d'avoir rencontré cette personne et qu'elle se soit intéressée à lui, ça lui a complètement changé la vision de la vie. Il a eu envie de vivre à ce moment-là. Le truc, c'est qu'il se sent lui-même responsable de la mort de Bethany. Elle est morte de mort violente, hein, dans un accident de voiture. Accident de voiture où en fait, c'est lui qui a refusé de prendre sa voiture pour aller travailler parce qu'il avait oublié de payer son assurance. Donc il a préféré l'appeler pour qu'elle vienne le chercher. Et elle s'est fait faucher par un conducteur ivre qui lui n'aura aucune égratignure de l'accident et qui en plus n'aura aucune peine judiciaire par la suite. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il mourra quelques années plus tard, avant que James Hobart puisse assouvir sa vengeance. Oui, mais il va mourir de mort naturelle, ce qui renforce le côté injuste de la chose, quoi. Il est responsable de la mort de la femme de la vie de James Hobart et lui ne peut même pas se venger parce qu'il est mort tranquillement dans son lit, quoi. Vraiment, il l'a très très mal vécu. Comme tu l'as dit, il revenait de son engagement auprès des Marines, donc il a fait son service en Allemagne, où là encore le dessin va le servir parce qu'il va illustrer des manuels de combat. Et c'est pour ça que donc il décide de se lancer dans The Crow. Comme je l'ai dit plus tôt, The Crow ne l'aura pas aidé avec un effet cathartique, mais c'était vraiment le but premier. Mais au-delà de l'histoire de Bethany, il y a d'autres éléments de l'histoire de James Hobart qu'on retrouve dedans, notamment la relation avec la mère, à travers le personnage de Cherry. Cherry, la petite fille. Oui, la petite fille donc qui vit seule dans la rue parce que la mère est une junkie au dernier temps. Lui-même ayant été un ancien junkie, en fait, il ne culpabilise pas ce défaut-là chez la mère. Mm-hmm. Au contraire, il la traite comme une victime. Par contre, il ne lui pardonne pas de ne pas s'occuper de sa fille. Comme c'est dit dans le film, dans la bouche d'un enfant, maman, c'est le nom de Dieu. Et pour moi, ça vient vraiment d'une réaction qu'il a lui par rapport à ce qu'il a vécu par rapport à sa propre mère. Oui, sa mère, il lui en veut toujours. J'ai vu une interview de lui assez récente où il a pas de mots assez durs pour parler de sa mère. Alors que par contre, il a tout pardonné à sa famille adoptive. Oui, en fait, eux, ils ont essayé ce que sa mère n'a jamais fait. Mais au-delà de ça, The Crow, ça a été vraiment le dernier cadeau que Bethany lui a fait. Parce que c'est devenu une véritable franchise qui lui permet de vivre aujourd'hui. Ah oui, même très bien vivre, parce qu'il vit plus que de ça. Comme tu disais, c'est devenu une franchise. Alors, avant tout, c'est un comics qui s'est bien vendu. Ça a été un gros carton pour Caliber, et à tel point que le comics s'est fait repérer, et les droits ont été achetés assez tôt, début des années 90. Dès la sortie du premier épisode. Moi, j'avais vu le troisième, mais bon. Non, en fait, il a été approché dès la sortie du premier, où on lui a proposé une forte somme d'argent, puis qu'il perdait tous les droits dessus. Il était prêt à accepter parce que même si ça se vendait plutôt pas mal, c'était pas suffisant pour le faire vivre, ça lui remplaçait son salaire de mécanicien, mais c'est pas plus. Donc là, il était prêt à accepter. C'est quelques-uns de ses amis, notamment le patron de Caliber, qui lui a dit hop, renseigne-toi auprès d'un agent de Hollywood avant de faire quoi que ce soit. Donc il a pris quelques contacts et c'est là que l'agent lui a dit faut arrêter tout de suite, c'est une arnaque, la personne va vous une somme de misère, si ça peut rapporter, faut que ça rapporte beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il sera recontacté beaucoup plus tard au moment du 3e épisode. Oui, donc le comics va être adapté en film par Alex Proyas. Le film va sortir en 1994 de mémoire. Oui. Et il va connaître un énorme succès, en partie dû à un autre drame qui va énormément affecter James Hobart aussi, c'est la mort de l'acteur principal sur le tournage, le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Une mort terrible à cause d'un pistolet qui était censé être chargé à blanc et qui ne l'était pas. Voilà, et le truc c'est qu'en plus il était devenu très très ami avec Brandon Lee lors du tournage. Vraiment, c'est quelqu'un qui a pas de chance, James Hobart. Ah ouais, non, c'est horrible, quoi. Il était vraiment maudit par le sort, quoi. Du coup, d'avoir perdu sa femme qui a inspiré The Crow, qui a fait tuer l'un de ses meilleurs amis, ouais, ça a été très très dur. Encore aujourd'hui, il le vit mal. Il le vit très mal, et en même temps, c'est ce qui fait sa richesse. Il vit toujours de The Crow maintenant, et donc c'est la mort de sa petite amie et la mort d'un de ses meilleurs amis qui le font vivre. Ouais, c'est assez horrible comme concept. Et il en est très conscient. Ouais.
Encore aujourd'hui, quand il parle à la fois de Brandon et de Bethany, il y a une tristesse dans son regard qui est effrayant. Ouais. Mais donc pour en revenir à ce film-là, c'est un film excellent, qui se voit encore bien aujourd'hui. Il a vieilli, hein. Visuellement, il a pris un petit coup de vieux, mais l'histoire est tellement forte et l'interprétation de Brandon Lee est vraiment excellente, qui fait que moi je l'ai revu récemment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. C'est un film daté. On sent qu'il a été fait dans les années 90, mais à côté de ça, vraiment, il est particulièrement bien réalisé. L'imagerie gothique, en plus, qui était lancée quasiment avec ce film-là, en tout cas à cette période-là, qui était vraiment très populaire à l'époque, ne l'est plus du tout maintenant. Donc c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux. Ouais. Et puis au-delà de ça, quoi, tout simplement, ils ont repris le scénario de The Crow, ils l'ont respecté, tout en le réécrivant de manière à ce qu'il soit beaucoup plus linéaire. Ah oui, c'est un vrai scénario de film avec une vraie histoire, avec un début, une fin, ce qui n'est pas du tout le cas du comics. Voilà, et même certains faits qui sont à la fois très importants dans le comics et très très négligeables dans le comics prennent vraiment une toute autre saveur. Je pense notamment, je parlais de Cherry tout à l'heure par rapport au comics. Là, dans le film, elle a un véritable rôle. Ouais, on peut aussi penser à la fameuse bague dont tu parlais tout à l'heure, qui est un vrai arc narratif autour de cette bague qu'il veut absolument récupérer. Ouais. Et puis le fait que là, au moins, les antagonistes de Eric ont une vraie personnalité. Il y a un vrai méchant, ce qui n'est pas le cas du comics, qui est beaucoup plus diffus. Alors, on passe un petit peu de temps sur le premier film, on va aller un petit peu plus vite sur les suivants, parce qu'ils sont un peu moins bonne qualité. Donc, en tout, il y a eu 4 films. Donc la première suite, The Crow numéro 2, City of Angels, avec un acteur français, Vincent Pérez. Alors The Crow, en fait, c'est juste avant de parler des histoires des autres films, c'est à l'infini, on peut répéter le concept, puisque c'est une histoire de corbeau qui va réveiller quelqu'un qui a besoin de vengeance. Donc c'est... Voilà, selon les différentes itérations, c'est soit une légende viking, soit une légende mexicaine. Donc c'est pas vraiment des suites, hein, c'est plus une anthologie, The Crow. Voilà, c'est ça. C'est une anthologie sur la souffrance humaine. Et donc le deuxième The Crow, qui est un film assez qualitatif, on va dire, par rapport à ce qui va suivre. Moi, j'ai essayé de le revoir, j'ai pas pu. Hein. J'ai tenu un quart d'heure, ça a vraiment trop vieilli. Oui. À l'époque, je l'avais pas mal vécu. Ouais, moi non plus, mais là, alors, on peut mentionner quand même juste le côté amusant, c'est que dans le gang des méchants figure Iggy Pop. Qui était une des influences majeures de James Hobart pour écrire le comics. Non seulement pour l'écrire, mais aussi pour le dessin. Le corps de Eric dans le comics est directement inspiré du corps d'Iggy Pop. Oui. Et il y a un autre chanteur qui joue d'ailleurs dans The Crow 2, c'est Yann Dury, à qui on doit Sex and Drugs and Rock'n'Roll, la fameuse chanson à la fin des années 70. C'est pas un bon film, The Crow 2, City of Angels, mais comparé aux deux suivants, c'est quasiment un chef-d'œuvre du cinéma. Alors moi, j'ai pas vu les deux suivants, mais quand tu m'as dit qu'ils étaient moins bons que le 2, j'ai pas voulu tenter. Ah non, donc le 3, je me rappelle même plus du titre, tellement c'est Salvation. C'est Salvation, c'est ça, en 2000. Ouais. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il y a Kirsten Dunst, et la seule raison pour laquelle je m'en souviens, c'est parce que je suis amoureux de Kirsten Dunst. Qui ne l'est pas. Mais sinon, le film était épouvantable. Ils essayaient de rejouer sur l'imagerie gothique sombre du premier film sans y arriver. Le réalisateur avait aucun talent, c'était épouvantable. Les acteurs faisaient ce qu'ils pouvaient. L'histoire, c'était donc un jeune homme accusé du meurtre de sa petite amie qui se retrouve sur la chaise électrique et qui revient donc beaucoup plus tard pour se venger. Et donc Kirsten Dunst jouait la petite sœur de la fiancée en question. C'est sur des souvenirs très très lointains. Hein, donc, bon, on va enchaîner avec le quatrième, Wicked Prayer, avec de bons acteurs. Je vais juste faire le casting, ça va donner tout de suite le ton. David Boreanaz, alias Angel de Buffy, Tara Reid. On retrouve aussi Danny Trejo, donc Machete, hein, ouais. Donc voilà. Et dans le rôle principal donc du fameux The Crow, on a donc Edward Furlong qui est donc ancien échappé de Terminator 2, mais période où je n'ai plus de carrière. Voilà, donc Edward Furlong nous a fait 2 grands films dans sa carrière hein, qui ont été Terminator 2 et American History X. Et là, il a cachetonné quoi. Il avait besoin d'argent à un moment donné. Ce film est épouvantable, c'est filmé mais comme téléfilm de M6. Ouais, donc ce dernier film date de 2005, c'est bien que tu parles de téléfilm parce qu'il y a eu une série télévisée aussi, The Crow, en 1998 qui a duré 1 saison, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, avec Mark Dacascos dans le rôle principal. Alors Mark Dacascos qui est connu pour son rôle notamment dans le Pacte des loups. Et The Crow la série Stairway to Heaven est une série pas si mal hein, par rapport au 3e et 4e film, c'est largement au-dessus. Hein. Écoute, c'est pas une bonne série, hein, on va pas se leurrer. C'est du niveau d'une série comme Highlander et compagnie. Mais j'ai de l'affection pour cette série, elle est pas si mal que ça. Quoi. Elle a pas vraiment rencontré le succès, hein, comme on disait, elle a duré qu'un an. Non, voilà, déjà ça reprend le personnage de Eric Draven et donc la storyline du film original. Avec une différence notable, c'est qu'il met pas du maquillage, mais c'est une transformation. C'est ça, une transformation surnaturelle, qui n'est pas du tout le cas du comics ou du film. C'est déjà le cas dans les 2 derniers films.
les 2 derniers films qui sont postérieurs à la série. Donc c'est vraiment la série qui a initié ça. Donc il se transforme en personnage The Crow. C'est du un méchant par semaine. Donc Eric Draven revient 1 an après la mort de Shelley et essaie de la rejoindre dans l'autre monde, mais pour ça il doit aider des gens à régler leurs problèmes, quoi. C'est vraiment une série, un épisode et un problème. C'est pas une très très bonne série, c'est le genre de truc que tu digères vite fait comme ça. Ouais, donc en fait, si on doit recommander quelque chose, on recommandera les 2 premiers films et surtout le premier. Surtout le premier qui est pour moi un incontournable. Alors ensuite, il y a eu d'autres itérations de The Crow dans le comics notamment. Donc Oui. il y a évidemment le comics principal qui est sorti en 89, mais suite au film, les licences a été relancées en comics et en tout, j'ai dénombré 14 séries The Crow. Oui. Quelques-unes écrites par James O'Barr d'ailleurs, mais pas dessinées. Notamment les dernières qui sont sorties dans les 2012 et 2013 chez IDW, voilà, donc qui sont toujours trouvables. J'avais lu Killing the Wolves, qui était écrite par James O'Barr, qui racontait l'histoire d'un The Crow dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. C'était pas mal, très brutal, déjà sur les thématiques dont ça parlait, mais ça vaut pas vraiment le comics originel. Sinon, on peut citer dans les grands moments marquants de The Crow en comics, c'est Todd McFarlane qui a repris The Crow pour Image à la fin des années 90 et qui en a fait une série en 10 épisodes. Tout à fait, dont beaucoup d'épisodes ont été publiés en France, notamment chez Semic à l'époque en kiosque, mais surtout chez des éditeurs comme Disjoncteur, Delcourt et Spark, qui ont publié pas mal de ces mini-séries, parce qu'en fait c'est toute une série de mini-séries. Alors sinon, il y a eu des romans, en tout cas, j'en ai compté 8, 7 en anglais et 1 en allemand. Toujours pareil, qui se sont sortis après les films qui ont surfé sur la vague du film jusqu'au début des années 2000. Et dans le lot des romans, je conseillerais fortement Le Cœur de Lazare, qui est écrit par Poppy Zebright. Ça a dû être écrit en 98 de mémoire. Et Poppy Zebright, en fait, est un auteur qui a une vie aussi pétée que celle de James O'Barr. Donc Poppy Zebright, c'est un auteur transgenre. À la base, c'était une femme qui est donc devenue un homme aujourd'hui, mais c'est un homme homosexuel. Son côté transgenre qu'il a toujours revendiqué a fait que voilà, il en a pris plein la gueule toute sa vie. Et justement, dans son écriture, il y a beaucoup de personnages homosexuels. C'est un style très cru, très froid, notamment au niveau du sexe, au niveau des sentiments, et ça colle totalement avec l'univers de The Crow. De toute façon, The Crow, c'est un univers qui est fait vraiment pour les auteurs tourmentés. Ouais. C'est très facile de s'identifier pour ces auteurs-là à ce personnage qui est forcément mort d'une mort violente et qui veut se venger. Alors pour en finir avec les adaptations, on peut mentionner un jeu vidéo, il en a eu un qui est sorti après la sortie du 2e film, en 1997, qui s'appelait The Crow City Avengers, comme le film, qui est une adaptation directe du film. Alors c'est la seule adaptation vidéoludique de la franchise The Crow. Mais justement, là, on parle d'adaptation, et j'avais lu un article il y a à peu près 1 an ou 2 d'un éditeur de chez DC qui avait annoncé que, contrairement à l'idée reçue, l'existence du film Watchmen avait fait du tort au comic book originel, en termes de vente. Parce que maintenant, les gens, quand ils veulent découvrir Watchmen, ils préfèrent regarder le film plutôt que de lire le bouquin. Ouais. Ah, c'est assez terrible en fait. On penserait l'inverse. Ouais, voilà. Le film a amené plein de monde à lire le comics. Et c'est ce qu'il expliquait dans l'article en fait, c'est que au moment de la sortie du film, donc il y a eu un boom des ventes de Watchmen et que depuis en fait, Watchmen peine à revenir au niveau qu'il avait avant le film. Et je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est pas pareil pour beaucoup d'autres comics? On peut citer From Hell ou V pour Vendetta ou même la Ligue de Gentlemen Extraordinaires pour rester chez Moore. Mais est-ce que The Crow, en fait, n'est pas freiné par la réussite du film? Parce que aujourd'hui, quand on te parle de The Crow, on va te parler de Brandon Lee, on va te parler de sa mort sur le tournage, mais au final, qui lit encore le bouquin? Alors le truc, c'est que c'est peut-être vrai pour notre génération, mais est-ce que dans 10, 20, 30 ans, ce sera pas l'inverse, ce qui se passera à ton avis? Parce que le film, comme on le disait, il a plutôt mal vieilli. Alors que le livre, il est toujours là, il est toujours intact. Ouais, mais voilà, tu disais qu'il avait plutôt bien marché, ce qui est très vrai, parce que James O'Barr le dit que c'est le graphic novel en noir et blanc qui se vend le plus de l'histoire des comics. Je crois que justement, dans les chiffres de vente, tu as quelque chose comme 750 000... En tout dans le monde, 750 000 copies vendues. Alors ça comporte tout, les singles et puis les volumes reliés, Mais là, on parle que de la série originelle. On parle pas de tout ce qui est sorti après. Oui, mais justement, tu prends ça en termes de vente, ouais, ça fait bien au niveau mondial, mais au final, tu prends une série comme Walking Dead. Le premier volume de Walking Dead se vend à 150 000 exemplaires uniquement en France. Ouais. Donc là, on peut vraiment parler d'un succès. Là, ça reste un succès intéressant parce que c'est quand même un comics très particulier. The Crow, si on est loin du côté pseudo-indé des titres Image, là c'est réellement un titre indé à 100%, mais ouais, c'est pas tant que ça, quoi. Surtout qu'avec la réputation qu'a le film, où quand même le film a un statut ouvertement culte. Ouais. Et là, ouais, je suis assez déçu. Ouais. Moi, j'ai été surpris de voir des chiffres aussi hauts, par contre. Mais parce que, comme tu le dis, c'est un titre
vraiment difficile à lire. Hein. Ouais, et notamment, toi, t'avais eu du mal à passer le premier épisode, et c'est le second. Le premier épisode, ouais, qui est un petit peu difficile, et je pense que c'est parce que celui-ci a été bien accueilli qu'il a essayé de faire un petit effort sur le côté narratif pour la suite. La suite est plus facile à lire quand même. Et justement, toi, à partir du 2, t'as vraiment accroché dessus, quoi. Ah, c'est impossible de le lâcher après. Ouais. Mais le truc, voilà, 750 000 copies vendues, je trouve ça bien honorable pour le titre que c'est, mais c'est vrai que ça surprend, sachant l'aura de culte qu'il y a autour de la franchise The Crow, où comme tu le dis, il y a une franchise qui est tellement vaste, entre les comics, les romans, les séries télé, ouais, je suis surpris. Ça a eu une vertu, en tout cas, ça a permis à cet auteur-là de s'en sortir, d'avoir une vie décente maintenant. J'ai vu où il vit pas dans l'opulence, hein, mais en tout cas, il arrive à bien vivre grâce à ça, et c'est déjà ça. Donc on va parler un peu des parutions en VO et en VF. Alors en VO, il est disponible dans un superbe volume relié en souple, qui est sorti chez un éditeur pas très commun pour les comics, en tout cas moi je ne connais pas, chez Gallery Books. Et il est pas très cher d'ailleurs, il coûte moins de $20, alors que c'est un très beau livre. Hein. Donc c'est la définitive édition dont tu parles. C'est ça, avec tous les bonus, toutes les pages rajoutées. Donc c'est 4 issues, mais qui sont devenus 5, mais vraiment augmentés. Donc c'est un bon gros livre de plus de 200 pages. C'est en fait l'édition qui a été reprise par Delcourt en français à 18€. C'est sorti en 2012 en France et c'est toujours dispo. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Il est en dur en français ou en souple aussi. En souple aussi, ouais, donc c'est exactement la même. Ouais, parce que j'ai vu la couverture, c'est exactement la même. Ils ont repris vraiment l'édition à l'identique. Avec en bonus en plus tout ce dont on vous a parlé, donc la vraie histoire de James Hobart, tout ça est dedans aussi. Et surtout en fait en VO, j'aurais aimé parler donc d'une autre version qui est sortie en 93. En fait, James Hobart a collaboré avec un groupe de rock qui s'appelle Trust Obey, qui est donc signé sur le label de Trent Reznor, Nothing. Trent Reznor, qui est le chanteur du groupe Nine Inch Nails. Leur collaboration a donné un CD qui accompagne donc le graphic novel The Crow. Et il y a une édition qui est sortie justement avec le CD et le bouquin. Donc en plus de ce CD, vous pouvez ajouter la formidable partition de Graham Revel pour le film, qui est très très belle. T'es d'accord avec moi? Ah ouais, magnifique. Et donc pas mal de CD qui reprend les musiques de groupes indés de l'époque. Et de tous ces groupes-là, on en a choisi aucun. Donc c'est Grey Pigeon qui a décidé de nous sortir un autre groupe du chapeau pour finir le morceau d'aujourd'hui. Alors il y a une raison pour ça, parce que en fait j'avais jamais lu le comics The Crow, et donc sur tes conseils avisés, je me suis allongé dans mon canapé en mettant un petit CD à moi et en me disant je vais écouter The Crow. Et ben j'ai vraiment super bien choisi parce que je m'étais mis le dernier album de Garbage que je recommande fortement, et il y a une des chansons de cet album qui parle exactement de ce que c'est que la souffrance d'un amour difficile, d'un amour perdu, et donc ça collait exactement à mon expérience de lecture à ce moment-là. Donc je me suis dit il faut absolument qu'on cale à la fin de l'épisode la chanson que j'écoutais pour que vous ressentiez ce que j'ai ressenti moi à la moment de la lecture. Voilà, donc après qu'on ait fait notre pub pour le site internet et les réseaux sociaux, on vous conseille de nous suivre. Bah voilà, on va vous proposer maintenant Garbage. La chanson s'appelle Even Though Our Love Is Doomed, donc on pourrait traduire par et même si notre amour est maudit, ce qui correspond exactement à ce qu'on peut lire dans le comics. Mais alors pas la version qu'on trouve sur l'album, parce que j'ai décoté une petite version en live qui est encore plus émotionnelle. Ah oui, la version studio est très très belle, la version live l'explose complètement. C'est totalement fou. Donc on vous quitte avec ça. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Desperate for a revolution, some kind of spark, some kind of connection. In these dangerous days, come a little bit closer. I need to understand why we kill the things we love the most. Kill the things we love. Kill the things we love the most. Why we kill the things we love the most. Kill the things we love. Kill the things